Et retour à présent à l'événement principal de cette journée, c'est bien sûr l'ouverture des 23e Jeux Olympiques d'hiver aujourd'hui à Pyeongchang, en Corée du Sud. On en parle avec à mes côtés Thomas Tillou, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'histoire des Jeux Olympiques, auteur justement d'une histoire des JO, 120 ans d'humanité, c'est paru à l'Harmattan. C'est ça. Merci d'être avec nous. Ces JO 23e Jeux Olympiques, ils sont évidemment totalement phagocytés, j'allais dire, par la question politique. On en parle beaucoup, bien sûr, ici à France 24, mais pas seulement. Oui. C'est ce rapprochement qui se dessine entre les deux Corées. C'est un peu le fruit du hasard qui a fait que l'un des événements, en tout cas l'événement sportif le plus suivi de la planète au moment où il a lieu, se déroule dans sans doute l'un des points chauds de la planète. Oui, et même assez près de la fameuse DMZ qui sépare les deux Corées. La zone démilitarisée, 38e parallèle, exactement. qui est donc la ligne de démarcation depuis l'armistice qui a non pas mis fin à la guerre, parce que techniquement on est encore en guerre, Exactement. mais en tout cas entraîné une trêve, un cessez-le-feu entre le nord et le sud. Exactement. Et ce rapprochement entre les deux Corées est une histoire relativement récente. Il y avait eu au début des années 2000 la politique du rayon de soleil, et donc les deux Corées avaient pu défiler ensemble déjà à Sydney ou à Athènes en 2004. Et donc, c'est un rapprochement à travers les Jeux Olympiques que l'on voit s'opérer et qui est intéressant dans le contexte actuel face au mouvement des États-Unis. Donc, le choix même d'attribuer ces Jeux à la Corée du Sud, c'est un choix qui date des années 2000. Il est lié justement à cette situation, ce contexte géopolitique particulier, comme ça avait été le cas d'ailleurs pour la co-attribution de la Coupe du Monde avec le Japon de football. Oui, c'est ça. Ça a certainement pesé également, de même que dans l'histoire, l'émergence de certains pays a permis de les remettre sur le devant de la scène. Ça avait été le cas de Séoul en 88, après la dictature militaire en Corée, et donc le miracle économique de la Corée du Sud. Ça avait été le cas, bien sûr, de Pékin en 2008, après, lors de l'attribution des Jeux. De même ici, le fait de choisir l'Asie et la Corée du Sud, il y a certainement aussi quelque part un geste politique. Donc le CIO adresse un message lorsqu'il attribue les Jeux Olympiques, avec l'espoir évidemment que l'olympisme permette de faire progresser ses valeurs de pacifisme et d'unité, comme on a pu le voir d'ailleurs lors du défilé aujourd'hui. Oui, il y a toujours un message de cet ordre-là. On sait également qu'il y a des contextes économiques ou d'intérêt qui peuvent également entrer en jeu dans l'attribution des Jeux Olympiques dans l'histoire. On l'avait vu aussi pareil avec Atlanta en 1996, la ville du siège de Coca-Cola. Mais la partie politique et la partie localisation en Asie notamment est un facteur important pour aussi autoriser une sorte de rotation entre les continents. Alors c'est un peu le paradoxe ou l'ironie du sport, si vous me passez ce jeu de mots, c'est qu'au départ, ce pays qui a été choisi, la Corée du Sud, peut-être pour porter ce message de paix, aujourd'hui c'est presque lui qui rend service au CIO et non l'inverse, puisque ces JO démarrent en pleine période de turpitude pour les instances du sport international. Oui, alors là, effectivement, la situation est quand même assez délicate, on peut dire, pour les instances internationales, le CIO comme un certain nombre de fédérations sportives internationales. Il y a eu beaucoup de il y a eu les scandales sur les attributions précédentes, des affaires financières, voilà. Les dépassements aussi Rio budget. Récemment, exactement. On a effectivement ces scandales-là sur les attributions des Jeux, les dépassements de budget réguliers et des Jeux Olympiques qui ont de plus en plus de mal à attirer des candidatures, des villes candidates pour leur organisation du fait des coûts, des problématiques de sécurité également. Oui, on l'a vu avec Paris et Los Angeles, il n'y a plus du tout de candidats. Il a fallu même co-attribuer les Jeux 2024-2028 aux deux seules villes qui étaient finalement encore candidates pour s'assurer qu'il y ait encore, il y a encore un endroit pour faire les Jeux. Ça n'intéresse plus aujourd'hui les Jeux ? Non, enfin, les Jeux intéressent toujours beaucoup, mais ils lèvent beaucoup de difficultés en termes d'organisation. Pour revenir un petit peu sur l'histoire, ça a commencé notamment en 72 quand il y a eu à Munich les attentats qui ont posé donc le problème de la sécurité qui a fait son entrée dans les Jeux Olympiques. En 76 à Montréal. C'est jamais retombé ça depuis. Ça n'est jamais retombé. Athènes a notamment eu un budget considérable qui a été consacré justement à cette sécurité. Il y a eu les Jeux de Montréal en 76 qui ont mis 30 ans à être payés économiquement, ont été très très compliqués à gérer. Et finalement, les Jeux Olympiques ont été sauvés. Los Angeles avec les boycotts des deux côtés, on n'en est plus là aujourd'hui. Mais Los Angeles a permis de sauver quand même l'olympisme à un moment donné, puisque à cette époque-là, Los Angeles était presque plus que la seule ville candidate. Il y avait eu Téhéran, mais la révolution en Iran avait fait que Téhéran avait retiré sa candidature. Et ce qui a sauvé à cette époque l'olympisme, il faut le reconnaître, c'est quand le maire de Los Angeles de l'époque, Tom Bradley, avait proposé au CIO des financements 100% privés pour l'organisation des Jeux. Et depuis, l'olympisme était reparti. Mais on l'a vu effectivement, notamment depuis Athènes, qui a marqué aussi certainement un tournant.
organiser les Jeux est extrêmement complexe, coûteux et il est de plus en plus difficile pour de nombreuses villes de s'y positionner. Alors on vante beaucoup sur le terrain le fair play, la compétition transparente. Ce n'est pas toujours le cas pour ce qui est de l'attribution. Est-ce qu'il n'y a pas justement là aussi une immense hypocrisie à ce que ces personnes qui sont censées justement porter les valeurs du sport les respectent si peu ? C'est presque tout le paradoxe de l'attribution des Jeux Olympiques, où d'un côté les candidats sont peu nombreux et de l'autre côté ceux qui sont candidats semblent parfois prêts à tout, même à franchir certaines lignes rouges pour obtenir cette attribution des Jeux Olympiques. Il est devenu presque acquis aujourd'hui que pour obtenir les Jeux, eh bien, il faut travailler au corps d'une certaine manière, chacun des membres du CIO. Ça veut dire quoi concrètement? Enfreindre la ligne rouge? Oui, alors c'est parfois la frontière est parfois assez floue. Pour les Jeux Olympiques de Nagano, par exemple, au Japon en 98, pour les Jeux Olympiques d'hiver, on avait parlé de cadeaux excessifs faits aux membres du CIO et d'une réception trop somptuaire faite pour les membres du CIO, sans vraiment parler d'autre chose. Donc la frontière est parfois limite, mais on voit bien que les démarches des villes candidates, que ce soit pour les Jeux Olympiques d'été ou d'hiver, sont toujours accompagnées de beaucoup de lobbying et auprès des différentes instances et de suspicion évidemment de corruption. Oui, la frontière entre lobbying et corruption n'est pas toujours très claire. Voilà, non, il y a eu même d'ailleurs des cas plus précis de mise en accusation, ce qui a été le cas sur Salt Lake City pour les Jeux Olympiques de 2002 d'hiver, où on l'a vu encore très récemment pour Rio, puisque le président du comité olympique brésilien a été arrêté en octobre dernier. Thomas Tillou, on retient quoi des Jeux Olympiques? Est-ce que c'est la performance individuelle? Il y a eu effectivement des athlètes qui ont marqué l'histoire des Jeux, Carl Lewis, Jesse Owens, mais Jesse Owens c'était déjà la frontière avec la politique aux Jeux Olympiques de Berlin face au régime nazi. Exactement. Ou bien justement ces à côté politiques, les athlètes israéliens tués aux Jeux Olympiques de Munich, le boycott de la Russie et des États-Unis pour les Jeux de Moscou et Los Angeles, ou bien le nombre de médailles. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois que des Jeux Olympiques débutent, on regarde, on scrute jour par jour le nombre de médailles des pays. Finalement, est-ce que c'est ça qu'on retient ou est-ce que ce sont les événements politiques? La performance sportive, c'est ce qui marque sur l'instant, pendant la période olympique de 2 semaines. C'est ce dont on se souvient, dont on parle beaucoup. En réalité, avec un petit peu de recul, quand on repense aux Jeux Olympiques, on a souvent justement plus ces images d'événements justement très politiques liés aux Jeux Olympiques. Les points levés aux Jeux de Mexico, Jesse Owens effectivement en 36, les chorés rassemblés dans les défilés. C'est ça qu'on retiendra d'après vous de cette édition de Pyeongchang? On va voir comment se passent les Jeux. Souvent, c'est aussi dans les Jeux que les choses fonctionnent. C'est aussi une inscription dans l'histoire en fonction du rapprochement possible entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. L'histoire pourra peut-être avoir à ce moment-là la mémoire de cette période où l'olympisme a permis aussi peut-être de rapprocher les deux pays. On va parler sport quand même, parce que c'est avant tout un événement sportif. Il y a un athlète, alors évidemment on parle beaucoup, nous côté français, de Martin Fourcade, mais un athlète qui peut illuminer de sa présence ces Jeux Olympiques, qui peut marquer ces Jeux Olympiques, non, toute nationalité confondue, parce qu'on s'adresse évidemment au public du monde entier. Moi j'en retiendrai 2 essentiellement. Je retiendrai Lindsey Vonn, la skieuse américaine, qui revient après des périodes de blessures importantes et qui recommence à gagner beaucoup. Elle a 81 victoires, si j'ai bonne mémoire, en Coupe du Monde. Donc c'est une skieuse de légende, on peut dire déjà aujourd'hui. Et elle revient avec la possibilité donc de marquer à nouveau l'olympisme. Et puis quelqu'un qui fera peut-être pas de médaille reconnue, mais qui est, je trouve, tout ce qu'elle porte l'image de l'olympisme. C'est l'unique athlète des îles Tonga qui est venu aux Jeux Olympiques pour participer aux épreuves de ski de fond et qui donc a participé aux Jeux de Rio d'été. Oui, mais dans une autre discipline. C'est effectivement le côté très amusant. Mais il n'y a pas un Usain Bolt, quelqu'un qui écrase de sa performance la compétition. On peut peut-être pas dire ça, mais les Jeux Olympiques d'hiver sont des Jeux qui restent un peu plus petits en termes de dimension par rapport aux Jeux Olympiques d'été. 3 fois moins d'athlètes, 2 fois moins de nations, une médiatisation qui est un petit ton en dessous. Peut-être on peut aussi retenir une autre skieuse américaine, Michaela Schiffer, qui elle, par contre, devrait dominer largement ces disciplines. Merci beaucoup Thomas Tillou d'avoir répondu à nos questions et d'être venu donc pour nous éclairer sur ces Jeux Olympiques de Pyeongchang. Ça démarre pour 17 jours d'Olympisme.